Du déménagement dans la maison chez les Républicains depuis que François Fillon est le candidat de la primaire, de la droite et du centre pour la présidentielle. Eh bien, il y a quelques changements, quelques aménagements. C'est de cela qu'on va parler avec Florence Portelli, qui a été le porte-parole, la porte-parole de François Fillon pendant la campagne et qui est maire de Taverny. Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez la porte-parole de François Fillon. Quel enseignement tirez-vous de cette campagne ? De l'humilité déjà, rien n'est jamais acquis. Ouais. Et il ne faut jamais être prétentieux. Il ne faut pas croire par exemple que là, 2017, c'est plié. Une élection, elle est pliée qu'à la fin, le jour du second tour et le soir de la victoire. C'était dur ? Non, c'était pas dur, c'était intense. Intense. Quand est-ce que vous avez senti le vent tourner ? Après le premier débat, honnêtement. Après le premier débat ? Ouais. Parce qu'en fait, nous... Vous n'avez jamais perdu courage avant ? Non. 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 Mais comme toute l'équipe. Hein. D'accord. Donc c'est le premier débat qui a été le déclic ? Je pense. En fait, avant, on avait beaucoup de gens qu'on rencontrait qui disaient on aimerait tellement voter François Fillon. Majoritairement, on entendait ça. Ouais. Mais on ne votera pas pour lui, même si c'est le meilleur, parce qu'il n'a pas il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner face à Sarkozy ou face à François Hollande. Donc, du coup, les gens se détournaient de ce vote-là vers un vote qui pensait être utile. Et après le premier débat, au vu aussi des commentaires qui ont été faits, il commençait à y avoir un frémissement. On s'est dit, finalement, ça peut être possible. Et là, ça a libéré les gens. Alors, vous connaissez le grand débat cette semaine, depuis qu'il est élu, depuis qu'il a été choisi par les Républicains et une partie du centre. Il n'a pas eu le vote de ce qu'on appelle les classes populaires en général et de la droite en particulier. Tout le monde analyse les cartes, c'est un vote qui est plutôt bourgeois, plutôt urbain, plutôt classique de droite. Comment il va faire pour avoir ce vote-là, justement ? Alors déjà, il y a toute une partie du vote populaire que personne ne capte. C'est tous ceux qui vont vers l'abstention. Oui. Et ça, c'est aussi une exigence et une leçon pour tous les hommes politiques, quel que soit leur bord. Hein. Après, il y a une partie qui va vers le Front National, puis une partie qui va vers Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense qu'il va devoir faire beaucoup de pédagogie. Oui. Son programme a été très caricaturé. Il ne faut pas qu'il le change, son programme. Non. Non. Mais je pense qu'il a été très caricaturé parce que son programme parle aussi d'équité, de justice. Oui. Le fait, par exemple, de supprimer les régimes spéciaux, de remettre tout le monde sur un pied d'égalité, je pense que ça peut parler aux classes populaires. Oui. Le fait aussi de retrouver une souveraineté à travers une véritable indépendance grâce à la réduction de la dette, ça peut aussi parler. Oui. Et puis rappeler qu'on a quand même des points du programme qui permettent de protéger les plus modestes. Mais qu'est-ce qu'il faut trouver les mots ? Vous êtes sa porte-parole ? Vous portez la parole de François Fillon, vous allez continuer, vous allez sur les plateaux de télévision. Mais comment on fait ? On trouve, c'est des mots qu'il faut trouver, c'est des... Vous savez, c'est vrai qu'avant le premier débat, on entendait peu parler de François Fillon. Il y avait les gens qui venaient dans les meetings qui entendaient ce qu'il avait à dire. Après, au moment des débats, ça a été tributaire en fait des questions qui étaient posées aux candidats. Et puis dans l'entre-deux tours, on a surtout accentué les points qui étaient caricaturaux pour certains, pas pour nous, notamment ce qui concernait les questions sociales, plus liées aux mœurs, aux façons de vivre, etc. Donc il n'a pas encore eu le temps finalement d'expliquer certains aspects du programme. Je pense que c'est vraiment une question de temps. Les accusations de casse sociale, précisément, puisque c'est ça qui... Rien que ça. Comment vous allez vous débarrasser de ça ? Écoutez, déjà, il suffit de faire le bilan de la casse sociale actuelle. Si on part du principe qu'aujourd'hui tout va bien, évidemment, on peut considérer que remettre en cause ce qui va bien est de la casse sociale. Si on part du principe que 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, l'état catastrophique du pays, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la casse sociale. Il faut vraiment remettre le système sur les rails et le changer. Comment on fait pour supprimer 500 000 postes de fonctionnaires en 5 ans ? Écoutez, comment on fait surtout si on ne les supprime pas ? Parce que vu l'état de la dette, la vraie question, c'est pourquoi on le fait. Mais la dette, les Français, eux, ils regardent leur dette à eux, ils regardent pas... Quels Français ? Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Moi, je suis maman, j'ai pas envie de transmettre à ma fille une dette abyssale parce que j'aurais été égoïste. Oui. Il y a un moment où il faut quand même ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Quand on va à la banque, on va pas voir son banquier en disant « je me passerai de ton avis, mais pourtant je suis en déficit, je suis en découvert, mais je fais ce que je veux ». Donc nous, c'est pareil. La tête d'un État, c'est évidemment pareil. Donc il y a une réduction de la dette à opérer. Après, sur les 500 000 fonctionnaires, c'est dans le temps. C'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Il y en a plus du double qui partent à la retraite. Et puis, il y a aussi peut-être un travail à faire par rapport à ce que ça coûte, plutôt qu'en poste. Je rappellerai qu'un fonctionnaire, il coûte 1,5 fois plus cher quand il part à la retraite que quand il est en début de carrière.
Je pense que ça peut, je vous dis ça comme ça, moi, à titre très personnel, mais je pense que ça peut faire partie de la réflexion. Quand on dit aussi on va supprimer des postes d'infirmières, on prend la fonction publique hospitalière, sur un peu plus d'1 million de fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière, elles ne sont pas 1 million. Donc ça ne va pas forcément s'orienter vers les infirmières. Je pense qu'il faut bien expliquer, dire aussi que ça va accompagner le mouvement de départ à la retraite et qu'en même temps, on n'a pas le choix. Et excusez-moi, c'est pas parce qu'on a... Comment vous faites à Taverny, par exemple? Vous avez, oui. Moi, j'ai une sacrée masse salariale. Alors, il paraît parce que la fonction publique territoriale, elle est importante. Elle a grossi, elle a enflé. Vous arrivez à supprimer des postes de fonctionnaires chez vous? Alors écoutez, déjà, moi, je commence par faire un premier constat, c'est qu'est-ce qui relève du secteur public et qu'est-ce qui ne devrait pas en relever. Donc, il y a des postes que je crée. Par exemple, je n'avais pas de police municipale, je n'avais pas d'inspecteur de salubrité, donc ça, c'est des postes qui sont essentiels. Et puis, il y a d'autres secteurs où, très honnêtement, ça n'aurait pas dû relever du secteur public. Par exemple, des infirmières de la ville qui font les prises de sang. Ça, c'est pas normal. C'est du privé, mais ça. Comme c'était un peu soviétique avant, donc vous avez tout supprimé était alors public. tout ça? Non, pour le moment, je les accompagne. C'est-à-dire, je ne le fais pas brutalement, mais j'ai un mandat pour ça. Faites une mutation, quoi. Petit à petit, sans violence sociale, et en tenant compte aussi du statut, si on est contractuel ou pas. Et à chaque fois que ça se passe dans un esprit d'accompagnement. On travaille combien de temps quand on est fonctionnaire à Taverny? Écoutez, normalement, on est censé travailler 35 heures, mais on n'est pas tout à fait aux 35 heures. Donc on va petit à petit réformer, mais ça se fait dans le dialogue social. D'accord. L'adversaire le plus dangereux pour François Fillon à l'avenir, c'est qui? C'est à droite ou à gauche? À droite, j'entends le Front National. Oui, à l'extrême droite. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'à gauche, on ne sait pas qui ce sera. Donc, on arrive à un éclatement de la classe politique à gauche, avec 3 gauches. Une gauche de centre-gauche. C'est Macron. Macron. Il est dangereux, Macron, pour François Fillon? Non, mais je pense pas qu'il soit dangereux. Il va peut-être capter une partie de cet électorat qui a voté Juppé, non? Moi, je pense que ça va faire pchit parce que quand vous n'avez aucune expérience, que vous n'êtes soutenu par aucun relais local, je ne sais pas comment vous faites campagne. Puis ce monsieur, pour moi, fait de la communication, il ne fait pas de la politique. Mais il n'y a pas de relais de En Marche à Taverny, par exemple? Non. Non, d'accord. Et je crois que ça passe au-dessus des gens. Mais alors, Hollande, il doit y aller ou pas? Il doit passer par les primaires, d'après vous? Ça le regarde. Moi, je pense qu'ils ont fait une grossière erreur. Nous, dans les statuts du parti des Républicains, on a prévu que le président sortant ne se présente pas à la primaire. Parce que, si vous voulez, c'est contraire aux institutions de la Ve République. Ça affaiblit la fonction présidentielle, ce qui avec lui est déjà largement le cas. Et un président de la République a autre chose à faire que de partir en campagne des primaires. Mais est-ce que ça serait un scandale si Hollande enjambait cette primaire? Aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il s'est engagé à le faire. Ça voudrait dire je suis tellement bas dans les sondages, je risque tellement de perdre même face à Montebourg. Je fais un espèce de coup d'État dans les statuts du parti et je contourne la primaire. Ce serait une indignité de plus. Mais je reviens sur l'adversaire. Est-ce que l'adversaire le plus redoutable, finalement, c'est pas Marine Le Pen? Ce serait probablement Marine Le Pen, mais je pense que plutôt à l'inverse, c'est François Fillon qui est l'adversaire le plus redoutable pour Marine Le Pen. D'accord. Il suffit de voir les derniers sondages, mais surtout les réactions de Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Elles sont tellement violentes, agressives, qu'on se rend compte que c'est un ennemi d'importance pour le Front National. Donc je pense que François Fillon, lui, doit tracer sa route, mais c'est plutôt lui qui pose problème, qui n'était pas attendu. Et je crois que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Front National et une bonne nouvelle pour la démocratie. Alors, je disais en propos liminaire que la maison Les Républicains est en plein déménagement, en plein chamboulement. Votre rôle au sein des Républicains, ça va être quoi? Le rôle de François Fillon? Non, non, François Fillon, on sait. Le rôle de Florence Parpelli. C'est une boutade. Écoutez, moi, je fais déjà partie du bureau politique. Je suis secrétaire nationale à la culture, qui est ma grande passion. Et grâce à Valérie Pécresse, présidente de l'Orchestre national d'Île-de-France. Oui, mais Valérie Pécresse, justement, elle était pour Juppé, elle. Ça la regarde, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Non, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Valérie Pécresse. Vous restez amie avec elle? Mais totalement, et loyale. La loyauté fait partie de mon ADN. Alors, c'est quoi votre avenir à l'intérieur de... Écoutez, continuer à faire partie du bureau politique et puis de défendre des idées culturelles dans un parti qui n'en fait pas tout le temps grand cas. Le dernier parti politique, le dernier bureau politique, c'était mardi? Oui. Comment c'était l'ambiance? C'est une ambiance de transition. Vous savez, c'est quand même assez particulier parce que les fillonistes... Vous êtes combien? Je ne sais pas, mais on doit être 15-20% à la base du bureau politique. Donc quand les 15-20%... Non, mais il y a combien de personnes au bureau politique? Une cinquantaine? Une centaine. Centaine. Donc quand vous êtes les 15-20%, que vous arrivez... par les urnes majoritaires, alors que dans les faits, en nombre, vous étiez minoritaire, ça fait drôle. Je pense pour ceux qui étaient majoritaires, ce qui est normal. Humainement, c'est normal. Donc il faut que ça se fasse petit à petit. L'accouchement devrait se faire sans douleur et sans forceps. Et François Fillon l'a très bien amené. Enfin, tout le monde est représenté. Il y a un directoire, un comité qui... Vous avez pris du grade, vous?
Mais j'en ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé, mais vous allez en avoir? Je ne sais pas. L'équipe de campagne n'est pas encore composée de François Fillon. Exactement. Pour la présidentielle. Donc on verra. C'est peut-être là que vous allez trouver votre place. Peut-être. Alors là, vous êtes effectivement en charge de la culture pour les Républicains, cette fois. C'est quoi d'ailleurs les grandes idées, les grandes lignes de la politique culturelle de François Fillon? Écoutez, François Fillon, il a déjà compris une chose qui est très importante, c'est la place de l'enseignement artistique. L'enseignement artistique, c'est quelque chose qui a été un domaine qui a été fortement malmené, notamment sous François Hollande, même par des élus. Moi, je pense qu'elle a essayé de faire Anne Hidalgo au niveau de Paris, c'est absolument catastrophique. On en a peu parlé. Ils avaient quand même eu l'idée extraordinaire de régler le problème du manque de place dans les écoles de musique et conservatoires de Paris par du tirage au sort. De faire des classes de piano qui soient des classes en groupe, qui plus cours individuels en piano. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tous les cas, François Fillon, lui, compte déjà rétablir soit des classes orchestres, soit des ensembles polyphoniques, des ensembles vocaux dans les écoles. D'accord. L'enseignement doit se pratiquer, culturel doit se pratiquer à l'école. C'est d'ailleurs le loupé de la réforme des rythmes scolaires. Et vous savez, on ne peut pas parler d'identité ou de qu'elle soit heureuse, malheureuse, ce que vous voulez, si on ne parle pas de la culture dès le plus jeune âge. D'accord. Ça, il l'a bien compris. Luc Châtel, justement, nous disait que probablement que si jamais François Fillon est élu, vous alliez revenir sur les rythmes scolaires. Ça sera le cas? Vous confirmez? Écoutez, ça, je ne sais pas encore, parce que c'est compliqué quand une réforme comme ça a été mise en place, ça a bouleversé... À Taverny, vous avez fait cette réforme? Vous l'avez appliquée? On l'a appliquée, on n'avait pas le choix, et bon, ça a été assez compliqué. Ce qui est dommage dans cette réforme, c'est qu'on a tiré la charrue avant les bœufs. Déjà, on n'a pas forcément dans tous les territoires les équipements pour permettre des enseignements de qualité. Moi, je pense y revenir d'ailleurs en faisant plutôt 2 après-midi consacrés aux TAP et aux NAP. C'est quoi les TAP et les NAP? C'est les TAP ou les NAP, c'est les temps les temps où on ne travaille pas les savoirs fondamentaux. Et les NAP? En fait, les TAP sont devenus des nappes. Ah, d'accord. Voilà, c'est le jargon technocrate de l'éducation nationale. Et surtout, nous, ce qu'on a mis en place, justement, c'est des classes orchestres et un projet avec la Philharmonie, le projet Demos, qui permet à des enfants des classes populaires, justement, d'apprendre les instruments, de faire partie d'un orchestre intercommunal de 100 enfants et d'aller se produire à la Philharmonie. Ça va être possible de faire travailler tout le monde, là, aux Républicains? Tout le monde est derrière François Fillon? Déjà, quand vous êtes à 66%, ça fédère, parce que vous avez une légitimité qui est incontestable. Après, franchement, la campagne s'est quand même bien passée. Et puis, il y a beaucoup plus de points communs que de divergences. On n'est pas dans l'état de la gauche, où là, je ne sais pas comment ils vont se rassembler. La dernière semaine là, de l'entre-deux tours ne va pas laisser de traces? Bon, il peut y avoir des petites tensions, peut-être individuelles, mais en tous les cas, ce ne serait pas une très bonne chose que les traces perdurent. Moi, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, l'alliance s'est faite naturellement. Des représentants d'Alain Juppé, mais aussi des candidats du premier tour ont été investis au sein du nouvel organigramme des Républicains. Et puis les personnalités qui ont été nommées côté filloniste, entre guillemets, sont des personnalités très consensuelles et incontestables. Florence Partelli sera-t-elle candidate aux législatives? Non. Non. Ah, c'est ferme et définitif. A priori, non. Moi, j'ai eu des appels, mais merci François Hollande et non-cumul des mandats, mais je n'ai pas envie de lâcher ma mairie au bout de 2 ans et demi. Oui, mais peut-être que vous allez revenir sur cette disposition. A priori, François Fillon a dit que non, il n'allait pas toucher à ça. Non, et vous êtes favorable au non-cumul? Pas du tout, moi je trouve que c'est une ânerie. Je pense qu'on devrait pouvoir cumuler pas beaucoup de choses, mais député maire ou sénateur maire. Je ne sais pas comment on peut être sénateur et représenter les collectivités territoriales sans être maire. Et après, ça risque de faire une assemblée d'apparatchiks avec des gens qui n'ont pas tous le niveau et qui surtout ne sont pas proches des concitoyens. Un député, c'est pas que voter la loi ou faire des propositions. Donc vous ne serez pas candidate aux législatives au printemps 2017? A priori non, parce que j'ai appris en politique à jamais faire de non catégorique. D'accord. C'était le talk de Florence Partelli qui nous a expliqué comment tout ça allait s'articuler, les mots que vont devoir porter et trouver l'équipe de François Fillon pour justement attirer cette droite populaire, dite populaire, qui n'aurait pas voté, qui n'a pas voté, à l'occasion de la primaire de la droite et du centre.